Rebonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière ligne droite de cette première Université du rebond inclusif, avec nous Jean-Christophe Conticello, qui est fondateur et CEO de Wemanity. Comment tester et mettre en place rapidement un nouveau projet pour relancer son activité? On traverse tous une crise inédite et profonde qui dure. Et d'ailleurs, cette crise ou pas, quand on est en difficulté, il faut se réinventer, imaginer son projet différemment, prendre des décisions quelquefois difficiles, être agile, mais comment mettre tout cela en place rapidement parce que le temps est toujours compté et que plus que jamais, il y a une urgence ultime. Alors, c'est à ces questions que vous allez, Jean-Christophe Conticello, essayer de répondre. Mais tout d'abord, racontez-nous votre parcours. Voilà, ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais essayer effectivement de raconter mon parcours tel qu'il a été. Donc, je vais peut-être commencer rapidement en 2-3 minutes, vous faire un petit peu la big picture du parcours, qui je suis, ce que j'ai fait. Donc, rapidement, j'ai commencé ma carrière, donc c'était en finance, d'abord à la Bourse de Paris, et puis ensuite, j'ai travaillé à Wall Street en banque d'affaires, en fusion-acquisition, d'abord en tant qu'analyste, puis en tant qu'associé, avant de basculer en capital risque. Sur ce, ensuite, j'ai toujours à New York lancé ma première agence digitale. Là, on était en 1998, donc ça commence à dater. C'était le tout début du web et des nouvelles technologies qui arrivaient, de l'entrepreneuriat. Et puis là, voilà, la société s'est bien développée, d'abord à New York, puis ensuite à Boston, Los Angeles, San Francisco. Ensuite, j'ai ouvert des bureaux donc en Asie, au Japon, en Australie, en Europe. Donc vraiment un développement très fort. Et ensuite, la société, voilà, je reviendrai plus tard, mais effectivement a grandi jusqu'à atteindre une valorisation de à peu près d'une dizaine de milliards de dollars en 2000. J'avais à ce moment-là 24 ans, donc c'était effectivement une belle ascension. Et puis ensuite, j'ai créé une société qui était une plateforme de trading dans l'énergie entre les États-Unis et le Moyen-Orient, voilà, qui a bien marché. Où après une, deux, puis trois levées de fonds successives, voilà, on a attaqué effectivement sur une dizaine de pays. On a attaqué plusieurs développements et voilà. Et puis ensuite, j'ai créé 4 ou 5 sociétés progressivement, dont Adneum, qui était une société qui faisait de l'intégration de logiciels financiers, que j'ai créé donc en 2004, qui faisait en gros, qui est passé de 0 à un peu plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Et en parallèle, j'ai aussi lancé Greenfish dans tout ce qui est énergie renouvelable. Aussi pareil, fort développement, 0,20 millions d'euros. Engiman dans la partie R&D. Et également, j'ai monté un incubateur pour lequel j'ai investi, co-investi, co-développé une trentaine de startups jusqu'à aujourd'hui, ou ensuite en 2012, j'ai revendu différentes, en fait, quasiment toutes les sociétés que j'avais développées pour lancer Wemanity. Et Wemanity avec ma vision, qui est une vision assez long-termiste à 2050, de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération. Et en 8 ans, j'ai passé la société de 0 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc en 2019. Bon, attendez, donc voilà l'histoire. Vous êtes en train de nous raconter une histoire de fou. On a un peu du mal à vous croire. C'est vrai tout ça ou quoi? En fait, ça, c'est la réalité si on regarde juste les 10% de la partie immergée de l'iceberg. C'est ce que racontent les journalistes, c'est ce que je vais raconter en rendez-vous. En général, mais nous, on aimerait bien savoir réellement toute la vérité là-dessus. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est bon. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. Par contre, effectivement, ça représente 5% de ce que je vais montrer. Du coup, c'est ce que j'ai présenté en 4 minutes chrono. Donc, ouais, donc c'est ce qui se dit dans les dîners, c'est ce qui se dit devant les journalistes. Mais alors, la réalité, derrière tout ça, la réalité est un peu tout autre. Ouais. Donc, l'autre partie, les 95% derrière. Donc, c'est pour moi la vie d'un entrepreneur.
Donc, c'est-à-dire que la première société dont je vous ai parlé, Oven Digital, que j'ai développée sur une dizaine de pays, qui a bien marché, qui était valorisée à 10 milliards de dollars en 2000. Mais il se trouve que ça, je devais faire mon introduction en bourse en mai 2000. La société devait être introduite en juin. L'introduction ne s'est pas faite. Donc, ça a été le début de la descente aux enfers. J'ai revendu les parts à mon associé à l'époque, on était deux, quelques mois plus tard, en me disant que j'allais réussir sur une autre activité, les salles de marché, et plus exactement sur les commodities. Donc c'est là que j'ai lancé Nexthouse, qui a été au début une très belle réussite, où j'ai là aussi lancé plusieurs activités qui ont bien marché, où j'ai fait plusieurs levées de fonds. Et puis, il se trouve que je devais faire la plus grosse levée de fonds jamais réalisée en France. C'était en fin septembre 2001. Mais la moitié de mes fonds provenaient de pays arabes et l'autre moitié de pays américains. Donc, je vous laisse imaginer, après le 11 septembre, donc, à cette levée de fonds qui devait se finaliser le 18 septembre, je me suis retrouvé à l'inauguration que j'avais faite, je me suis retrouvé tout seul. Et 3 semaines après, j'étais porteur de presse pour le Parisien. Porteur de presse, c'est-à-dire C'est-à-dire que je livrais la presse au kiosque entre 4h et 7h du matin pour, à l'époque, 400 francs par mois, c'est-à-dire pour 80 euros. Donc là, c'était vraiment une chute totale. Vous étiez descendu assez bas. Un an avant, allez, je dirais 15 mois avant, je pensais effectivement être quasi milliardaire et je suis passé où j'avais plus d'appartement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'avait tout pris. Donc, j'avais dû déposer le bilan, les huissiers sont venus et j'avais plus rien. Donc, la réalité, c'est juste ça, en fait. Voilà. Mais ça, effectivement, on va pas, je peux le dire, mais bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà. Et donc, il a fallu rebondir. Donc, une première fois et puis une deuxième fois. Alors, c'est ça, parce que c'est intéressant de nous expliquer comment on peut rebondir finalement après un gros échec comme celui-là ou après les différents échecs, parce qu'il y en a eu d'autres encore. Ouais. Il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qui vous motive? Déjà, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est être une vocation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, je vais plutôt être je vais plutôt être le style à démotiver les gens qui veulent devenir entrepreneurs plutôt qu'à les motiver. Parce que ça sert à rien de motiver des gens à faire un truc juste pourquoi être entrepreneur, en fait. C'est quoi la raison? Soit on l'a, soit on l'a pas. C'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. C'est vrai que ces dernières années, ça a été un peu la mode, quoi, de dire ouais, je veux être entrepreneur. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? À mon époque, il y a 20 ans, même 25 ans, rares étaient les entrepreneurs jeunes. C'était des personnes qui avaient une certaine expérience. Et c'était plus par vocation. Aujourd'hui, c'est beaucoup une mode. Ça m'arrive régulièrement de voir des personnes qui postulent pour un job chez moi et qui me disent ouais, je suis un sérieux entrepreneur, j'ai monté 5 boîtes. Bon, c'est pas une fin en soi non plus de dire, c'est pas le Graal. C'est aussi bien d'être entrepreneur que d'être employé. Il n'y a pas un qui est mieux. D'ailleurs, si tout le monde est entrepreneur, il y aurait plus grand monde en fait pour travailler pour les entreprises. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est mieux. C'est comme gardien de foot. C'est pas mieux qu'être attaquant, ni qu'être milieu. Chacun a son rôle. Voilà. Alors, citons-le tout de suite, parce que des personnes, effectivement, plein d'entrain ont envie de créer une entreprise, mais quelque part, on va prendre le contre-pied. Ce que vous dites souvent, c'est que finalement, c'est un truc de fou. Vous ne conseillerez jamais de créer une entreprise? Parce qu'on fait combien de temps on passe dans son entreprise? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé, d'ailleurs, parce qu'après, si je continue l'histoire, effectivement, après, j'ai monté une société, Adneum, qui a fait 0 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 8 ans. Mais avant, au bout de 4 ans, j'avais fait 0,50 millions. Et puis, il se trouve que je me suis pris donc, je travaillais en finance. Puis, je me suis pris quoi? La crise d'après, je me suis dit, bon, la finance, au moins, ça va être impeccable. C'est un secteur qui n'est pas touché par la crise. Et puis, je me suis pris la crise financière en 2008. Bon, à un moment, je me suis dit, il est poissard, le mec. Bon, voilà. Mais la réalité, c'est que c'est ça, être entrepreneur aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, OK, on n'est pas obligé de se prendre non plus tout le temps des crises. Mais ce qui est sûr, c'est que, in fine, je ne suis pas le seul. Vous trouvez ça maintenant sur LinkedIn, partout, dans toutes les vidéos, que l'essentiel, ce n'est pas de tomber 4 fois, mais c'est de se relever la 5e et ainsi de suite. Donc, évidemment, au final, moi, ce que je dis souvent, parce que le fail fast, ça fait 15 ans que j'en parle,
à une époque où, OK, aux États-Unis, la version au risque est ce qui nous différencie les Européens des Américains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, échouer, je peux vous dire, après ces rebonds-là, c'était dur à l'époque de retrouver un job de salarié. Et c'est d'ailleurs pour ça à l'époque que je me suis relancé, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui voulait de moi avec ces expériences-là. Donc c'était très très difficile. Et après, retrouver une banque, je ne vous dis même pas, après ce parcours-là, retrouver une banque qui accepte juste d'ouvrir un compte en banque, il avait fallu pour Adneum que j'envoie 16. Voilà, donc c'était très dur. Donc pour moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un entrepreneur, et après ça a continué, j'ai incubé des sociétés qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, certaines qui ont été introduites en bourse, d'autres qui ont fait faillite. Je dirais au final, tout ça, c'est pour ça que je disais, il y a les 5% qu'on voit où je vais être très successful, mais la réalité, c'est que je vais échouer très souvent. L'échec, pour moi, c'est un entraînement. Et ce que je dis, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être capable d'encaisser. C'est celui qui va le plus encaisser, ça va être le meilleur entrepreneur. Voilà. Encaisser les coups et appliquer beaucoup de sacrifices, quoi. Exactement, c'est beaucoup de sacrifices. Pourquoi je dis que c'est une vocation? C'est-à-dire que derrière, évidemment, ça va être… Moi, je travaille entre 15 et 18 heures par jour, tous les jours. Je bosse le week-end. Voilà, tout le monde le sait autour de moi. J'enchaîne les nuits blanches 1 ou 2 fois par semaine. Et ça, depuis que j'ai 18 ans, ça n'a jamais vraiment changé. Voilà, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est exactement ça et c'est le cas, je pense, pour tout le monde. En tout cas, le fait de voir aussi après, lorsque je dis que c'est une vocation, c'est-à-dire que, oui, on est dedans, on ne va pas s'arrêter. Et les échecs, ça va être l'entraînement. Encore faut-il apprendre de ces échecs. Et un point que je souhaitais aussi, sur lequel je souhaitais parler, c'est important pour moi, c'est il faut faire attention aussi à être résilient, mais pas trop. C'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez continuer de le faire et il y a 90% de chances que ça ne fonctionne toujours pas. Donc c'est là où effectivement il va falloir pivoter et justement s'adapter à la conjoncture. L'agile, c'est une question qui m'a été posée. L'agile, c'est quoi? L'agile, c'est simplement l'adaptation permanente au changement. Et évidemment, dans chacune des sociétés que j'ai fait, par exemple, si on prend Adneum, j'avais retiré suffisamment d'enseignements de mes sociétés pour lesquelles j'ai fait faillite avant, pour que, même si je me suis retrouvé avec, ça a été une catastrophe pour moi, je travaillais qu'avec les salles de marché, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé très mal. Bon, mais au final, cette société-là a continué. Et 5 ans plus tard, j'avais fait un chiffre d'affaires x5, bien qu'à un moment, je l'ai divisé par 2 ou par 3. C'est-à-dire que j'avais compris que, bon, déjà, lever des fonds, je suis pas pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait l'intérêt. Et là, je me suis dit, lever n'est pas jouer. Souvent, je vois les gens, ouais, super, tu as levé 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions. C'est la pire des choses qui puissent arriver, en fait. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on vous prête de l'argent, en fait. C'est une étape dans le parcours, mais il n'y a rien de glorieux là-dedans. Voilà. Ce qui est glorieux, c'est d'avoir une société pérenne. Voilà. Avec des gens que vous ne cramez pas non plus, ou vous ne vous cramez pas non plus. Moi, j'ai laissé une bonne partie de mon énergie, de mon temps, de ma famille aussi, mes enfants qui m'ont peu vu. Voilà, j'ai laissé mon mariage aussi. Bon, voilà, j'ai beaucoup investi, mais après, je le répète, c'est une vocation. Il faut être capable de s'adapter aussi, de tirer les leçons. Et si à la base, on a des fondations solides, je ne dis pas que… on n'aura pas d'échec, mais je dirais plutôt que ça limite évidemment le risque d'échec, ou en tout cas de tomber trop bas, parce qu'après les échecs, tous les jours, hein, j'ai 2, 3, 4, 5 échecs dans ce que je fais. Mais après, effectivement, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai qu'hier, effectivement, on a eu une petite discussion avec Frédéric, on a un petit peu parlé pour préparer, ou en tout cas pour savoir effectivement sur quel sujet, sur quel angle. Et c'est vrai que ce que je pense aussi, c'est que les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit, petit ou grand, sont pour moi des personnes qui, justement, qui vont s'en sortir. Déjà, ça va donner une certaine force, une certaine volonté de s'en sortir, de sortir de la situation dans laquelle on est. Je suis quelqu'un, je ne dirais pas que j'ai eu des grands handicaps, mais bon, enfant, j'étais obèse et bègue. Bon, c'est sûr que ce n'est pas un grand handicap, mais quand même, ce n'était pas forcément des éléments faciles à surmonter. Et j'ai su tirer de ces problèmes-là. Du coup, je ne pouvais pas courir parce que j'étais trop gros. Bon, j'avais pas mal de problèmes de santé aussi. Et du coup, à un moment, d'ailleurs, on me posait la question sur un chef d'entreprise ou un entrepreneur avec un handicap ou pas. Je dirais pour moi, avec un handicap ou pas, on est entrepreneur.
Et de la même manière, à part que on a peut-être plus l'habitude de se battre, si on a un problème à la base, et justement, c'est comme les crises, il y a des opportunités dans chaque crise. De la même manière, dans chaque problème qu'on a, dans chaque difficulté, l'objectif, c'est de s'en sortir et de voir là-dedans l'opportunité de grandir. Voilà, il n'y a pas pire que ne jamais échouer. D'ailleurs, vous voyez parfois des clubs, parce que je suis un fan de sport, d'ailleurs, j'ai eu un club de sport qui a fait faillite d'ailleurs, voilà, au passage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, in fine, dans chaque problème, si on arrive à en tirer des leçons et à grandir, ben, au final, c'était pas vraiment un échec, c'était peut-être un succès parce qu'on a appris quelque chose. Et à force d'apprendre, ben après on commence, et à force d'échouer, ben on commence. C'est l'entraînement, c'est comme si demain je me mets au golf, je sais pas jouer au golf, au début je vais être nul, mais si je m'accroche, peut-être que je vais être bon, voire peut-être très bon, et si à un moment ça devient mon obsession, ben je pense que je serai très très bon. Voilà. Alors, j'ai une question pour pouvoir raccrocher à justement à cette méthode agile, parce que vous avez développé en fait cette méthode agile que vous mettez en place justement pour les entreprises que vous suivez avec votre entreprise Womanity. Expliquez-nous un petit peu, vous avez des coachs agiles, expliquez-nous un petit peu comment les entreprises, parce que là, vous nous parlez des grandes entreprises que vous avez dirigées ou que vous suivez, hein, puisque c'est des entreprises même du CAC 40, etc. Donc là, pour se mettre juste un peu avec votre expérience, mais pour se mettre au niveau des petites structures, des TPE, PME, hein, qui sont vraiment la cible, et notamment les personnes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou comme conseil, quels conseils vous pourriez leur donner pour justement effectuer ce fameux pivot, cette culture agile pour essayer de rebondir, de repartir vers autre chose peut-être, parce que quelquefois on s'enferme peut-être dans un domaine. Comment peut-on faire pour rapidement pivoter et repartir vers une bonne direction? Alors déjà, l'agile à la base, il y a 4 principes, vraiment c'est la base, je ne vais pas vous faire un cours, mais le premier, c'est les individus et les interactions plutôt que des processus et des outils, c'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, c'est l'humain qui compte. De la même manière, la collaboration avec des clients plutôt que la négociation contractuelle, à un moment, le fait de revenir à... C'est beaucoup de bon sens, l'agile. Et de la même manière, c'est l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. C'est-à-dire que le fait d'avoir un plan, c'est bien, mais un plan, moi j'ai toujours dans la vie, c'est bien de se faire surprendre par la vie aussi. Donc à un moment, le fait d'avoir un plan, c'est bien et c'est important et c'est obligatoire. Moi, ce que je dis toujours aussi, c'est que dans la vie, il y a 3 choses qui sont importantes lorsqu'on veut arriver à son but. Le premier, c'est d'avoir un rêve, hein, mais ce n'est pas suffisant. Le rêve, justement, et d'ailleurs, je dis tout le temps que dans la vie, je ne prends pas grand-chose au sérieux, sauf mon rêve. En tout cas mes rêves, et la passion que j'ai pour y arriver. Une fois qu'on a bien expliqué son rêve, par exemple, j'aime bien cette phrase d'Agassi qui disait « J'ai gagné mon premier Wimbledon à l'âge de 7 ans ». Dans ma tête. Donc, effectivement, c'est bien de se focaliser, de se donner un rêve, des objectifs, mais pour ça, il faut un plan. Ensuite, le plan, c'est justement c'est l'entraînement. C'est quel plan je vais me donner et comment je vais m'entraîner et comment je vais m'associer à la difficulté. Au plus on va s'associer à la difficulté, au plus on va gravir de marches et au plus on va apprendre, au plus on va grandir et au plus on va se rapprocher évidemment de son objectif, de se dépasser. Voilà. Et donc c'est bien d'avoir un plan. Après en agile, on dit que oui, c'est bien d'avoir un plan, mais le suivre coûte que coûte, à un moment, ça ne tient plus non plus. Parce que à un moment, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la situation. Regardez, avec cette crise, je me suis retrouvé à un moment où j'étais au maximum, il y a 1 an, au maximum de l'agile. Mon objectif, c'est de créer la référence internationale en transformation agile. Ça marchait plutôt bien. Et cette crise est arrivée. Bon, je fais quoi? J'ai dû redoubler d'efforts, j'ai dû changer, j'ai dû investir sur remote. Et pour info, je vous le disais hier soir, Frédéric, j'ai racheté une société de formation en présentiel. L'argent a été viré sur le compte le 16 mars. Bon, c'est la vie.
C'est pas, j'ai la santé, ok, super. Derrière, j'ai eu d'autres crises dans le passé. Je savais qu'il fallait se battre. Et du coup, je me suis battu. J'ai créé de nouvelles offres très rapidement. J'ai essayé du coup de prendre aussi les concurrents qui se sont dit pour beaucoup, nous on va rester, on va pas bouger, on va faire un freeze, on va pas bouger, on va attendre que ça passe. Moi, je suis quelqu'un en général, j'attends pas trop que ça passe. Je ne suis pas trop spectateur ni de ma vie, ni de la vie en général. Et je me suis dit justement, il faut contre-attaquer et il faut essayer de prendre de l'avance justement sur les autres. Et le reste, après, je vais essayer de voir, d'impliquer un maximum de gens. Et l'agile, c'est quoi aussi? C'est la coopération. C'est aussi un point majeur. Et notamment, je parlais des principes, le fait aussi à un moment de faire des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive. C'est-à-dire qu'à un moment, le fait de tout écrire, c'est bien, mais le focus numéro 1, c'est le client. Et justement, dans la question d'aujourd'hui, c'est comment tester pour rebondir. En fait, le test, c'est la base. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent non plus pour tester. En tout cas, il faut toujours tester. C'est ce que j'allais dire. Quelquefois, ça nécessite quand même des moyens. Ça nécessite de changer aussi la culture, de changer l'organisation, de changer la technologie, les moyens. Comment on fait ça rapidement? Oui, il faut, mais à la base, il faut toujours démarrer petit pas par petit pas. Je pose souvent la question aux gens, comment on fait pour manger un éléphant? Et la réponse, c'est morceau après morceau. C'est pas très compliqué. C'est pareil. Si demain on veut évidemment changer, de toute manière, déjà on sait que changer c'est la chose la plus difficile. Il n'y a pas plus difficile que changer, que ce soit en tant qu'individu, encore plus en tant qu'équipe, encore davantage en tant qu'entreprise. Cependant, il faut commencer petit. Et justement, commencer petit et pas avoir peur. Un défaut, et là, si dans ce que je vais dire, ça peut toucher une personne qui fonctionnera différemment, c'est bien. C'est souvent, j'ai vu, et parfois j'en vois encore, des personnes qui me disent, des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant oui, je veux lever de l'argent. Oui, je vois une question, l'hyperactivité est-elle considérée comme un handicap? En tout cas, c'est aussi quelque chose d'autre que j'ai. Voilà, où j'ai aussi été détecté hyperactif. Voilà. Vous l'aurez peut-être vite compris dans la rapidité à laquelle je parle. Mais un des sujets, voilà, je disais, c'est que souvent les traducteurs sont très contents d'ailleurs. Voilà, j'imagine tout à l'heure, je me disais, je vais réduire ma façon de parler débit, parce voilà, que le débit, on va poser un peu, parce que ça va être compliqué pour eux. Donc, et quelque chose, oui, c'est que souvent les entrepreneurs viennent me voir en me disant, j'ai une idée, mais je ne peux pas vous la donner parce que c'est confidentiel et sinon vous allez me la prendre ou les gens vont me la prendre. Oui. Alors ça, s'il vous plaît, c'est la pire connerie qui existe. Vous avez une idée, partagez-la au plus grand nombre. Les idées, je dirais presque, on s'en fout des idées. Ce qui compte, l'idée, c'est 1%. 99%, c'est l'exécution, la capacité à exécuter. Vous pouvez donner la meilleure idée à quelqu'un qui ne sait pas l'exécuter, ça ne marchera pas. Par contre, une idée, vous voyez très bien, il y a beaucoup de sociétés parfois personnes qui vont réussir quelque chose et qui vont réussir à grande échelle quelque chose qui existait déjà. Lorsque j'étais arrivé des États-Unis, il y a peut-être 20 ans, aux États-Unis, les sushis, ça marchait très bien. Et derrière, je pouvais arriver et me dire, ah, j'ai raté les sushis, moi aussi, j'aurais pu créer Sushi Shop. Mais non, j'aurais pas pu créer Sushi Shop. Ok, j'avais l'idée de le créer, mais c'est super les idées, mais ça sert à rien. Ce qui compte, c'est la capacité. Ceux qui ont créé Sushi Shop et qui l'ont développé, bravo à eux. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Et si j'en avais parlé à des gens et que les autres l'avaient fait, félicitations à eux. Et il faut aller vite, du coup. Il faut aller vite, oui. Parce que, et est-ce qu'on ne va pas dans le mur quelquefois quand on va trop vite? Oui. À un moment, il ne faut pas se précipiter non plus. Parce qu'au début, aux États-Unis, avant, je croyais, et pendant des années, je disais, oui, ce qu'ils appelaient aux États-Unis first market, être le premier. Bon, au final, c'est pas être le premier qui compte, c'est juste d'arriver à destination, au final déjà. Alors, on parlait des idées, etc. Vous avez d'ailleurs au sein de Womanity, vous avez créé l'Open Womanity Day. C'est un jour par semaine. Les salariés essayent, innovent, échangent.
Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut participer de cette possibilité de pivoter à un instant. Alors, on a des idées. Bon, pour l'instant, on est dans cette voie-là. Mais ouais, mais on avait déjà en amont réfléchi à d'autres solutions. Et à l'instant T, dès qu'on doit pivoter, on sait peut-être vers où pivoter. C'est peut-être ça aussi la clé. En fait, c'est une forme d'anticipation. En fait, il ne faut jamais s'arrêter de se transformer, jamais s'arrêter d'innover. Il ne faut jamais s'arrêter d'évoluer. Voilà. Moi, je pars du principe que le jour où on arrête d'évoluer, d'apprendre, c'est fini. Donc, pour moi, c'est important. Et donc, dès le début, j'ai essayé beaucoup de choses dans Humanity. Je me suis dit que j'allais créer une société différente, avec un atout majeur, c'est notre culture. Donc, je me suis dit, c'est important que mes équipes soient embarquées et que ce ne soit pas ma boîte, mais que ce soit notre boîte. Dès le premier jour, ça a été mon sujet. Et donc, au début, j'ai testé le mode Google où une journée par semaine, les équipes innovent ensemble. Et en fait, cette journée-là a permis de co-construire la société, d'une part. C'est pas, si je prends par exemple, moi j'ai donné la vision à 2050. Par contre, l'ambition, la mission, les valeurs, les fondations, c'est pas moi qui les ai données. On les a co-construites ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un engagement des équipes chez nous qui est extraordinaire et qui explique aussi la forte croissance qu'on a eue. C'est que ce projet est devenu notre projet. Moi, j'ai juste été là pour donner l'élan, évidemment, au jour le jour, pour impulser de l'énergie, pour impulser des idées. Mais à la base, c'est vrai que ça a très vite été un projet commun. Et ce projet, très vite, grâce à cette journée-là, on a pu innover. Au bout de 5 ans, on avait lancé 17 startups dans l'intelligence artificielle, la robotique, les objets connectés, le big data. Extraordinaire. Bon, à part qu'à un moment, effectivement, il y avait un petit problème de lecture des clients qui n'étaient pas prêts, ou je suis arrivé peut-être trop tôt sur certains marchés, là aussi. J'ai vu quelqu'un qui écrivait le time to market est plus important qu'être le premier. Évidemment, c'est le cas. Et trop souvent, j'ai trop été le premier. Voilà. Mais parce qu'à la fin, j'étais même tout seul le premier. Résultat, ça ne sert plus à grand-chose d'être le premier si on est tout seul et si les autres ne suivent pas, à commencer par les clients. Et c'est là où j'ai beaucoup appris, et notamment grâce à l'agile, que ce qui compte, c'est vraiment de tester auprès du client, de tester auprès des clients ce qu'on peut tester. Et le plus vite possible. D'où le fait de, si on a une idée, la partager avec le plus grand nombre pour justement tester ses idées. Et si quelqu'un d'autre l'apprend, c'est pas grave. L'objectif, et c'est ça l'agile, c'est tester, vraiment, expérimenter, mesurer, apprendre, construire. C'est cette boucle-là. Et surtout, ce qui fait que l'agile est l'agile, c'est être sur des durées très courtes. Il y a ce qu'on appelle des sprints, donc c'est de l'itératif. Ce sont des sprints d'1 à 4 semaines maximum, mais au début, c'est bien d'être sur 1 semaine, avec des objectifs très courts. Ce n'est pas la peine de documenter des pages et des pages. On est sur des objectifs très courts. Et l'idée, justement, c'est de pivoter à la semaine. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai fait pivoter Humanity, la vision est toujours restée la même, mais le nombre de fois, et même parfois les équipes, pourtant, qui ont l'habitude d'évoluer, souvent, il faut même que je fasse attention à ne pas les perdre sur le parcours, parce que je vais évoluer en permanence. Et je vais même faire évoluer en permanence les équipes. Il n'y a pas vraiment de titre chez nous, je suis directeur de ci, directeur de là. En permanence, je fais bouger tout le monde. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que les gens restent sur une seule chose. En fait, ce qui compte, c'est au final être là pour ses coéquipiers et être là pour l'entreprise. Et faire en sorte qu'on s'adapte. Si à un moment, il y a un poste qui convient moins ou qui a moins le besoin, ben on va faire évoluer aussi le rôle pour que ça corresponde. Si vous voyez, moi, j'ai fait tous les jobs de l'entreprise. J'ai pas de problème avec ça. Je vais là où il y a un manque, là où je peux aider. Et d'ailleurs, dans l'agile aussi, un point qui est important, c'est le fait d'être, ce que moi j'ai appelé le servant leader. C'est-à-dire, moi, j'aime tellement les systèmes de pyramides qu'au final, je vais encore plus préférer les pyramides inversées. C'est-à-dire que pour moi, justement, le chef, le patron, peu importe comment on l'appelle, le manager, c'est d'être au service de ses équipes et pas les équipes à son service. Et ça aussi, ça fait toute la différence. C'est ça aussi que je prône et que je prêche chez mes clients. Je dis souvent que, je prends l'expression anglaise, we eat our own dog food, c'est-à-dire qu'en gros, on s'applique à nous-mêmes. Et depuis le début, je m'applique à moi-même tout ce que je propose à mes clients.
Et c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai dit le modèle Google, j'ai essayé lorsqu'on parle d'holacratie, de sociocratie, de modèle Spotify, j'ai essayé beaucoup de modèles. J'ai essayé des modèles sans hiérarchie. Bon, ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de modèles que j'ai essayés qui n'ont pas marché. Et c'est pas parce que les modèles sont mauvais. Est-ce qu'il y a un modèle aujourd'hui que, après avoir testé, j'imagine, plein Oui. de choses, après un grand parcours, est-ce qu'il y a une méthode que vous conservez, ou alors en permanence cette méthode qui va fonctionner pendant un an ou deux, il faudra de toute façon la changer Ben, la réponse, c'est les deux. C'est-à-dire que oui, il y a une méthode, et la méthode qui convient, c'est notre propre méthode, c'est-à-dire c'est la méthode qui nous convient. Voilà. Et évidemment, il y a beaucoup de méthodes desquelles s'inspirer, mais la recette miracle, elle n'existe pas, si ce n'est de la faire évoluer en permanence. Et c'est même pas tous les 2-3 ans, c'est régulièrement. Dès qu'on voit que c'est nécessaire, dès qu'on voit qu'à un moment, on n'est plus en phase avec le marché, et vraiment, c'est en permanence. Essayer de bien comprendre ce que veulent les clients, être proche des clients, comprendre ça, il n'y a pas de secret. Le secret, justement, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que c'est beaucoup de travail, c'est tester en permanence auprès des clients, c'est c'est aussi d'embarquer ces équipes aussi autour d'un projet commun. Parce qu'à un moment, si on est tout seul, on passe un peu pour un fou et il ne faut pas être largué des équipes. Au contraire, il faut rester sur le terrain. Alors, est-ce que vous vous êtes quelque part fort de cette expérience-là et de ces notions-là? Est-ce que malgré tout, vous vous êtes quelquefois enferré dans des idées, vous vous êtes dit, mais non, je vais aller au bout, et puis vous êtes allé quand même dans le mur? Parce que, en fait, les personnes qui ne veulent pas évoluer, ou qui ne veulent pas, et qui ne sont peut-être pas très agiles, et c'est l'objet de cette table ronde, c'est parce qu'elles sont peut-être trop dans leur idée, dans leur produit, dans leur marché, et ils ont du mal en fait à voir à côté ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, parce qu'on peut s'enferrer dans un domaine pendant quelques années en disant c'est mon domaine, c'est ma valeur ajoutée, c'est ma spécialité. Là aussi, c'est la deuxième chose. Si je dois, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le secret, et c'est peut-être la chose la plus importante de mon discours à prendre pour tout le monde, c'est que au final, déjà, vous devez être obsédé par ce que vous voulez faire, mais l'obsession, c'est pas une obsession de votre produit, c'est une obsession du client. Vous devez être obsédé par vos clients, par ce que veulent vos clients, et par le fait d'adapter votre produit à ce que veulent les clients. Votre obsession, elle est là, et c'est uniquement ça. Le reste, c'est accessoire. Et justement, l'agile aussi dit quoi? Dit qu'à un moment, si vous arrivez à faire, si vos clients aiment les 20% de ce que vous avez réalisé ou développé, si on parle d'un produit, et les 80% qui restent, ils s'en fichent, ça ne sert pas à grand-chose de faire les 80% qui restent, et focalisez-vous sur ce que les clients aiment. Vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et par contre, après ça, vous le faites de façon itérative. Donc vraiment du cycle court, testez, mesurez, soyez focalisés sur vos clients, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils ne veulent pas. Et in fine, ce n'est pas vous qui avez raison, c'est le client qui a raison. Voilà. Donc parfois, j'ai des amis, même moi j'étais sur des projets où les personnes me disaient non, mais les clients ne comprennent rien, mon produit c'est une tuerie, j'en ai parlé à mon copain, à ma copine, à ma mère, à ma soeur, à des amis, tout le monde adore. Ils ont payé pour ça? Non, mais ils adorent, ils ont payé. Non, tu sais quoi, déjà s'ils aiment c'est bien, ou sinon il y a encore pire. Ah non, mais je leur en ai parlé, ils n'aiment pas, mais ils ne comprennent rien. Là c'est pire. Non, il faut que des gens, déjà, il faut que les gens apprécient votre projet ou votre produit. Et ensuite, il faut qu'ils soient prêts à payer. Donc, faites payer les gens, même en test. Tu es prêt ça te plaît? Oui, oui. Bah tiens, c'est 10 € par mois ou par semaine. C'est quoi? Tu me payes? Voilà. Non, mais ok, d'accord. Il faut que... Donc, tu es prêt à payer quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à payer qui t'intéresse dans ce que je fais? Si tu n'es pas prêt à payer, et si vous demandez à 10 personnes, si les 10 personnes ne sont pas prêtes à payer pour votre produit, évidemment des personnes de votre cible, pivotez ou changez. Alors, vous dites aussi qu'il faut insuffler quelque part dans les entreprises qui font partie de vos clients, qu'il faut insuffler une mentalité start-up.
C'est quoi cette mentalité start-up? C'est ça, justement, c'est cette capacité à… C'est exactement ça, c'est de tester, de pivoter, d'être orienté client, évidemment de ne pas lâcher, mais le fait, le système D, même si j'ai eu des entreprises à 100, 50 ou 200 millions d'euros, j'ai toujours été in fine sur le système D. Et chaque fois que j'ai voulu voir un moment trop grand, trop de process, trop d'organisation, je me suis pris pour un autre. Et au final, je suis tombé. Chaque fois, je me suis dit, c'est bon, ça y est, c'est grand, tout est organisé, tout est nickel. Et j'ai perdu le terrain, j'ai perdu le contact du terrain et j'ai vacillé et j'ai remis un genou à terre et je me suis pris la petite claque derrière la tête qui me dit, non, reste frugal, reste le plus frugal possible. Voilà. Et donc vraiment, c'est rester frugal. On va se rapprocher de William pour savoir s'il y a des questions à poser à Jean-Christophe. Oui, beaucoup de questions. Je vais, alors, une très généraliste, mais elle me semble tout adéquate pour Jean-Christophe. Alors, une question de Hawa. Comment justement savoir si on a cette fibre d'entrepreneur? Déjà, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? En fait, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Voilà. C'est une question de sacrifice déjà pour moi. Si vous êtes prêt à sacrifier, à dormir moins, vous êtes prêt à bosser le week-end, vous êtes prêt à mélanger votre vie perso et pro, parce que souvent on dit qu'il faut que l'équilibre vie perso, vie pro, c'est vrai, mais il faut être capable de… Moi, pendant des années, j'ai eu une vie pro qui était confondue. Voilà, qui était confondue et qui était la même pendant 7-8 ans. À un moment, j'ai plus vu mes amis parce que je ne pouvais pas avoir ma famille, mes amis, mon travail. Ça a été un choix. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais je dis qu'à un moment, il faut être capable de le faire. Ça peut faire partie des sacrifices. Voilà, à un moment, alors je suis un fou de sport, pendant plusieurs années, j'ai arrêté le sport. Je ne dis pas qu'il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, je dis que malgré tout, en tout cas, moi, ça m'a aidé lors de cette crise. Faire du sport, ça m'a aidé. Mais en tout cas, il faut être prêt à faire des sacrifices. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Et là aussi, il ne faut pas avoir peur des critiques et du non. Voilà, les personnes qui disent non, mais normalement, un entrepreneur, non, c'est pas tout à fait un non, quoi. Voilà, on va se débrouiller, on va s'adapter, on va être système D. Voilà, pour moi, un petit peu les éléments qui font qu'on peut se dire on a la vocation ou pas. On est prêt à faire des sacrifices et à tout donner. On est prêt, on a aussi cette capacité aussi à embarquer les autres. Et on est vraiment focalisé sur ce que veulent les clients et échouer, ça ne nous fait pas peur en fait. Voilà, on est entraîné à ça et on avance et puis voilà, si on échoue, ça fait partie de l'entraînement d'échouer. Voilà, et en général, en tout cas pour moi, le never give up, c'est vraiment quelque chose d'important et jamais lâcher, jamais lâcher. Et c'est ce qui fait qu'après, voilà, qu'on arrive à certains succès, mais le succès n'est que relatif. C'est pour ça que j'ai commencé en vous montrant la face A, qui est la face tout est successful. En fait, c'est un miroir aux alouettes, quoi. Ouais. La réalité, c'est tous les échecs tous les jours. Et quand je dis aux gens que j'arrête pas d'échouer, ils me disent non, mais tu as vu ce que tu as fait. Mais ce que j'ai fait, c'est beaucoup d'échecs. Mais ça, vous voyez qu'une partie. Bien sûr. Mais ça ne représente que 3 ou 4%. Le reste, c'est vraiment tous les échecs au jour le jour qui sont pour moi, c'est pas vraiment des échecs parce que j'apprends. C'est toute ma richesse, elle est là. Ma richesse, elle est plus dans les échecs que dans ce qui est montré. Et on continue toujours à apprendre de ces échecs? Toujours. J'adore ça. Je ne suis pas maso à vouloir échouer pour apprendre, mais d'un autre côté, je tente tellement qu'au final, je finis toujours par apprendre. William, une autre question peut-être? Oui, une autre question donc, que Laure se pose. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de méthode agile appliquée à un projet? Un cas concret, s'il vous plaît. Alors, un cas concret. Un cas concret, allez, on va dire que si demain, je veux développer une application, voilà, une app, qui fait, je dirais même peu importe ce que va faire l'app, demain, allez, on va dire que c'est une app qui va livrer des produits, des compléments alimentaires par exemple, ou peu importe n'importe quel produit. Avant de dire, OK, je vais chercher un développeur, le développeur est quelqu'un qui avant va me faire toutes les spécifications. Le développeur va développer un projet. En gros, pendant 3 mois, il va me développer ce que je vais lui demander, ou pendant 6 mois. À la fin, je vais avoir mon app, je vais la mettre sur le store. Et comme ça, je suis content parce que j'aurai une app
et j'ai à peu près 6 mois de développement pour lancer mon app. C'est un exemple. Et vraiment, peu importe ce que fait l'app, que ce soit du yoga en ligne, que ce soit du sport, que ce soit des repas tout faits, peu importe. Ben, ça, c'est une erreur. Ça, c'est juste pas agile. Parce qu'on part dans un tunnel. On part dans un tunnel de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est prenez une feuille blanche. Voilà. Sur la feuille blanche, vous écrivez votre projet, vous faites des dessins. Voilà, hop, une feuille blanche, vous faites du dessin. Le matin, vous démarrez, et puis vous allez voir les gens de votre cible qui peuvent acheter. Vous leur dites, ben voilà, t'es prêt à acheter ou pas? C'est un papier. Même si on est mauvais en dessin comme moi, pas grave. Vous allez voir les gens, t'es prêt à acheter ou pas si je vends tel produit? Ah ben oui, j'achète, d'accord. Et à ce moment-là, mais t'achèterais quel produit le plus? Et comme ça, vous allez voir votre première semaine, tous les jours, vous allez voir des gens. Et à la fin de la journée, vous allez dire, OK, celui-là, il achète, mais pourquoi? Quel produit il achèterait? Et puis vous allez lui dire, mais pourquoi tu n'achèterais pas la concurrence? Et vous prenez toutes les questions. Donc au début, justement, quelqu'un avait mis tout à l'heure être à l'écoute. C'est ça, être à l'écoute. Donc je démarre comme ça. Je ne vais pas recruter un développeur, je ne vais pas aller demander de l'argent à mon père, à ma mère. Je ne vais pas mettre tout mon argent. Je vais démarrer de manière frugale. Et après, je vais progressivement avoir de plus en plus d'informations. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai un truc où les gens me disent oui, ça m'intéresse, vous allez sur l'étape d'après. Tu es prêt à payer? Oui. Alors tu sais quoi? Ça va être un abonnement de 20 € par mois. Donc tu sais quoi? Pour toi, comme si tu fais partie, allez, pour les 100 premiers, ça va être que 2 € par mois. Tu es prêt? Tu me fais confiance? OK. À ce moment-là, vous avez déjà des personnes qui sont prêtes à payer ou tu me le paries? En tout cas, tu me l'écris, OK. Les personnes ont déjà des clients avant de démarrer. Et puis là, la construction de l'application A ou de l'application B sera très différente. Exactement. Et là, comme ça, vous avez construit. Et là, vous pouvez aller voir un développeur. Et puis, vous pouvez lui dire effectivement quelque chose de simple. Vous voyez ce qu'il faut, ce qui est le plus nécessaire. Et là, à ce moment-là, vous lui dites, c'est la même chose avec lui. Avant de tout me développer pendant 3 mois, tu sais quoi? Déjà, je te demande des choses basiques. Et une fois que ça marche, un petit peu, vous allez le voir avec 3 écrans et vous retournez voir les gens avec les 3 écrans. Le bouton, tu le veux comment? Pourquoi ça marcherait? Pourquoi ça ne marcherait pas? Et comme ça, à la fin, vous avez co-construit votre produit avec votre client. C'est ça l'agile et ça peut s'appliquer à tout. N'importe quel produit, je le répète, c'est pareil pour un site web, pour une application, c'est pareil pour tout. Demain, vous voulez lancer un produit physique. Voilà. Et donc, c'est l'expérience client que vous allez co-construire avec vos clients qui va faire que ça va marcher ou pas marcher. Et puis à un moment, si ça ne marche pas, c'est pareil, il faut pivoter. Et puis peut-être que le projet, ça m'arrive régulièrement, des projets qui ne vont pas au bout parce qu'il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché, mieux. Et au moins, vous avez perdu très peu d'argent, juste un peu de temps. On a économisé plutôt de l'argent. Exactement, vous avez économisé. Ouais. Il y a encore une question, William? On arrive quasiment à l'heure. Oui, non, on va terminer là-dessus. Hein, on va terminer là-dessus. Jean-Christophe Contichalou, merci beaucoup pour ce long et beau témoignage avec beaucoup d'informations sur cette méthode agile, sur votre parcours. Bravo. On vous souhaite encore beaucoup de succès, quelques échecs, on est certain qu'il y en aura encore. Il y en aura. Mais vous aimez ça. Et puis, vous ne prenez pas grand-chose au sérieux sauf votre rêve. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'on va essayer de retenir aussi de cette table ronde. Merci à Aurélie pour les traductions. Très bien, merci à vous de m'avoir invité. Et puis on va enchaîner avec la phase de conclusion de cette journée déjà. Merci beaucoup Jean-Christophe. William, on reste connecté? Oui, on reste connecté et on invite Pauline Arnaud-Blanchard et Delphine Génie-Stéphan à cliquer sur le bouton « Aller sur scène » qui se trouve en bas au milieu de leur écran. Voilà. Voilà, elles sont là toutes les deux. Merci, mesdames, de nous avoir rejoints pour ce discours. Alors, on a appelé ça discours de clôture, cette première université du robot inclusif qui se
voilà, qui se termine déjà. On a entendu beaucoup de beaux témoignages. Alors, Delphine Génie-Stéphane, vous êtes ancienne secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez suivi, je crois, toute cette journée avec beaucoup d'intérêt. Et nous arrivons donc au terme de cette journée. Que vous inspire-t-elle, cette journée? Oui, bonjour à tous. Bonjour Frédéric et bonjour Pauline. En effet, j'ai suivi la journée et j'en étais très, très heureuse. Je pense que mon premier mot, vraiment, la réaction, c'est que ce type d'initiative est indispensable. C'est indispensable pour la sortie de crise. Il y a une vraie attente qui se comprend complètement parce qu'on vit une période hallucinante, hein, avec des pans de notre économie qui sont quasiment à l'arrêt depuis près d'un an. Et le reste de l'économie est en grande partie pénalisé par le ralentissement global de la production, de la consommation et des échanges. Donc, les mécanismes, disons, macro de soutien des entreprises qui ont été inédits et massifs sont totalement justifiés. On aide les acteurs fragilisés, on maintient peut-être une partie de l'économie sous perfusion, on amortit pour le reste de l'économie, mais ça n'est pas tout. Et je pense que ce qui ressort vraiment de façon très saillante, c'est il faut aussi s'occuper des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Ils sont le cœur vivant en fait du tissu économique et en particulier la situation des indépendants, des chefs d'entreprise de TPE, PME, des artisans et des commerçants qui vivent sous l'emprise d'une double porosité, un entremêlement en fait entre d'une part la santé de leur entreprise et leur propre patrimoine. Ils sont souvent engagés à titre personnel, ils se sont endettés, ils ont apporté des garanties. Pour beaucoup, il n'y a pas un vrai filet de sécurité du chômage. Donc là, il y a une porosité et un lien très fort. Et puis, il y a aussi une porosité entre les fragilités de leur business et leurs propres conditions psychologiques qu'on a bien comprises et vues aujourd'hui. Et c'est ce que font ressortir toutes les études récentes qui commencent à sortir là sur de la BPI, de divers think tanks, à la fois sur l'impact économique et sur l'impact psychologique de la crise, avec des situations d'anxiété qui sont assez préoccupantes parmi les chefs d'entreprise et ceux qui se sentent en danger face à la crise au plan économique. Donc, je crois que ce qu'apportent ces 24 heures pour rebondir, c'est la possibilité de s'occuper, enfin, de montrer comment on s'occupe des situations humaines dans leur diversité et de mettre en lumière des solutions. Et on voit, enfin, moi, j'ai distingué trois dimensions fortes. La première dimension, c'est celle des solutions. Tout ce qui est méthode ou boîte à outils qui ont été très bien illustrés. La deuxième dimension, c'est le collectif. Donc, je voudrais reprendre ici ce qu'Amou Bouakaz avait cité et qui était dans la bouche de Didier Roche, qui était de dire qu'en étant unis et en attendant beaucoup des autres, on n'est jamais déçu. Donc, il y a cette dynamique collective. Et puis, le troisième axe, c'est l'endurance. C'est la force individuelle. Donc, Olivier Torres a utilisé le mot d'endurance. Jean-Christophe Conticello a parlé de capacité à encaisser et à prendre les échecs comme de l'entraînement. Donc, je crois que cette journée très complète a permis d'illustrer ces trois grandes dimensions qui vont nous aider à tous ensemble s'en sortir. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux internautes qui nous écoutent aujourd'hui? Écoutez, moi, lorsque j'étais à Bercy, donc auprès de Bruno Le Maire, pour porter la voix des entreprises, j'ai rencontré des centaines de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, et je dois dire que les rencontres avec des entrepreneurs en situation de handicap, et en particulier la rencontre avec HUP et ses représentants, m'ont montré à quel point ces entrepreneurs se vivent d'abord, en effet, comme entrepreneurs, et avant tout comme entrepreneurs. Ils sont complètement habités, en fait, par leur passion, et ça efface totalement le handicap, et avec une grande intensité d'engagement.
Mais il ne faut pas oublier que dans les périodes de crise, il y a une révélation double des forces et des faiblesses de chacun, que tout ceci est assez exacerbé, et donc que ça peut jouer un petit peu dans les deux sens, pour leur profil particulier. Donc, il va y avoir à la fois du renforcement, mais aussi des vulnérabilités qui vont se révéler, ce qui appelle en fait des réponses et des accompagnements individuels, personnalisés. Et donc, c'est pour ça que je les engage, hein, moi, à s'entourer, à regarder les programmes dont vous avez parlé, et à ne pas rester seul et chercher finalement la bonne solution et le bon dialogue, le bon interlocuteur pour aborder leur propre sujet. Merci beaucoup, Madame Génie-Stéphan. Peut-être un dernier point, c'est que pour reprendre l'image de l'éléphant, qui m'a bien amusée il y a quelques minutes, c'est que j'avais en tête, moi, un proverbe issu de la philosophie indienne, qui est si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Je crois qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, chacun d'entre les auditeurs a commencé à se doter des moyens de déplacer son éléphant. Et a fait ce que sous-entend ce proverbe, c'est-à-dire élargir son horizon, prendre du recul sur soi-même et mettre en place un système d'intelligence collective en fait pour trouver des solutions. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Pauline Arnaud-Blanchard, vous êtes directrice générale d'HUP Entrepreneur. On a eu l'occasion d'échanger ce matin. Alors, en conclusion, en tant que co-organisatrice de cet événement, quel est votre sentiment à l'issue de cette journée ? Bonjour à tous, bonjour Frédéric, chère Delphine. C'est évidemment une grande émotion d'être avec vous pour clôturer cette première université du rebond inclusif. C'est 24 heures pour rebondir avec son handicap. Et pour commencer, déjà, mon premier élan, c'est bien sûr de remercier toutes celles et ceux qui ont été vraiment d'actives parties prenantes dans cette réalisation. Bien sûr, la GFIP, Didier Sartier et son équipe, Christelle Hamon, Pascal Borgy, Christophe Cassanet, puisque au-delà des organisations, ce sont des hommes et des femmes derrière qui se sont engagés avec nous. Bien sûr, Second Souffle, Dimitri Pivot, William Pro et vous-même, Frédéric Lempire, qui êtes le représentant chef d'orchestre de Second Souffle dans l'animation de ces 24 heures. Et bien sûr, tous les partenaires, plus généralement du programme Rebonti. Je ne vais pas pouvoir ici tous les nommer, mais pêle-mêle, c'est bien sûr Entrepreneur Invest, Womenity, Andera Partners et d'autres partenaires qui apportent leur talent et leurs compétences au service de ces rebondisseurs et rebondisseuses formidables que nous essayons d'épauler. C'est aussi bien sûr des grandes organisations comme BPI France qui nous ont fait la chance d'être nos partenaires et de relayer largement cette première université du rebond inclusif. Et vraiment, on tenait chaleureusement à les en remercier. Je voulais aussi remercier tous les acteurs de l'inclusion de cette journée que sont nos formidables interprètes en langue des signes française. Je vais citer leurs prénoms parce qu'encore une fois, c'est des hommes et des femmes qui ont agi. Hélène, Aurélie et Nathalie qui ont été nos interprètes. Petit clin d'œil à Aurélie que je connais bien, qui ont été nos mains et nos expressions merveilleuses. Je ne sais pas si vous admirez l'expressivité de cette langue. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, même à distance. Je tenais aussi à remercier Patrick Plouchard qui nous a permis cette transcription instantanée de toutes les conférences de ces 24 heures. Alors, cette journée, pour moi, bien sûr, à rappeler, ce qui est important, c'est que c'est une journée qui a été riche d'enseignements à travers 5 tables rondes qui ont été égrenées. Alors, je ne vais pas reprendre en détail les nombreux enseignements de chacune de ces tables rondes, mais je retiens 3 leviers qui ont été présentés à vous tous, chers entrepreneurs qui nous écoutez en ce moment. Le premier levier, c'est celui de prendre soin de soi. Prendre soin au sens de l'écologie de son système. On parle en coaching de l'écologie de son système. Et l'écologie, c'est à la fois son écologie personnelle et celle de son environnement. À quel point je sais prendre soin de cette écologie pour continuer d'avancer et être fort dans la tempête et dans la tourmente. Je pense que prendre soin, comme l'a rappelé Madame Sophie Cluzel au tout début de ces journées, c'est non pas une posture de victime, mais c'est bien une posture de responsabilité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous a rappelé dans la table ronde de coaching, c'est que personne ici n'est une victime. On est tous acteurs et responsables de cette écologie qu'on sait réunir pour soi et pour les autres.
pour rebondir et continuer d'avancer. Et je citerai d'ailleurs en exemple cette citation de Madame Cluzel qui était de dire « Chers rebondisseurs, vous êtes acteurs de la relance. Le pays compte sur vous. Et donc, c'est un devoir de rebondir, en fait. » Et je trouve que voilà, cette notion de prendre soin de soi, de son écologie, c'est en fait une responsabilité. C'est en rien une posture de victime ou de quelqu'un qui a besoin d'aide. Le deuxième levier qui a été évoqué dans cette journée, c'est le fait de soigner, là encore, son imaginaire, sa capacité à être inventif et à prendre du recul. Et cela, évidemment, c'est difficile de le faire seul. Donc là encore, s'entourer, savoir bien s'entourer pour cela est nécessaire pour retrouver son carburant et retrouver cette capacité à imaginer différemment, à envisager ce qu'on connaît par cœur, son entreprise. On pense la connaître par cœur, mais comme l'a dit Delphine, est-ce qu'on est capable de déplacer l'éléphant de son entreprise et de la regarder un peu différemment pour que cette entreprise, eh bien, elle continue d'avancer. Donc voilà, le levier de la prise de recul. Et le troisième levier qu'on nous a rappelé et instruit aujourd'hui, c'est bien sûr le levier de sa créativité, être capable d'être créatif, de se donner une nouvelle trajectoire, une nouvelle impulsion. Bien sûr, il y a des méthodes pour cela. Et encore une fois, par contre, il n'y a aucune baguette magique. Donc là aussi, chers entrepreneurs, chers dirigeants de tous horizons, voilà, de nombreux acteurs ont défilé aujourd'hui devant vous. Ayez la curiosité d'aller à leur rencontre et de les combiner entre eux, puisque tous ces acteurs sont au service de votre rebond. Et il est hors de question d'avoir des débats de chapelle, de savoir qui est le mieux de quoi. Finalement, chacun de ces acteurs ont quelque chose à vous apporter, et ce, de manière combinée, intelligente et réactive. Voilà. En tout cas, vous avez le droit d'être exigeant et d'attendre ça de leur part. Alors, pour parler en particulier de HUP Entrepreneur et de la solution que nous souhaitons amener, bien sûr, aux dirigeants, on a parlé tout au long de cette journée du programme Rebond TIH. C'est en effet un programme dédié à vous, chers entrepreneurs, chers dirigeants, pour réinventer ensemble le futur de votre entreprise, se donner 6 mois pour cela. Et je remercie encore tous les acteurs de ce programme Rebondi, que sont Second Souffle, BGE, Réseau Entreprendre et tant d'autres, l'AGFI bien évidemment, que sont aussi nos observateurs, nos grands sages qui siègent au conseil scientifique de ce programme, le Kodak, et là encore, petit clin d'œil à Delphine, puisqu'elle en est la marraine d'honneur. Je vous rappelle, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme, une seule adresse, h-up.fr/rebond avec un s-TIH. Ce qui est important à rappeler pour moi aussi, enfin en conclusion de ce mot de clôture, c'est que finalement, HUP Entrepreneur, dans ce programme et avec ses partenaires, met à disposition 3 points de valeur qui sont très importants pour nous. Le premier point de valeur, c'est de mobiliser autant que possible et au plus haut niveau des bénévoles de haut niveau engagés à même de transmettre des compétences aussi bien techniques que humaines au service de ces rebondisseurs. Le deuxième point de valeur, c'est de valoriser vos parcours. Et oui, il y a de quoi valoriser un parcours de rebond et de mettre à disposition des temps comme celui-ci, des événements à impact pour les valoriser. Et puis enfin, le troisième point de valeur qui est important pour nous et que nous mobilisons aussi dans ce programme, c'est le fait de faire entendre haut et fort et fièrement la voix des entrepreneurs en situation de handicap. En effet, HUP Entrepreneur, c'est le premier réseau de représentation des entrepreneurs en situation de handicap de France. Nous sommes un incubateur résolument militant. Et bien sûr, je conclurai là-dessus, rien de tout cela ne serait possible, comme je vous le disais, sans le premier point de valeur. J'attends que du coup Nathalie nous rejoigne, super. Bonjour Nathalie. Le premier point de valeur, qui est celui des talents bénévoles. Et chers auditeurs qui nous écoutez, sans vous, rien ne serait possible. J'appelle tous les talents bénévoles de France et de Navarre à nous rejoindre dans ce programme. Que vous soyez en entreprise ou vous-même entrepreneur, que vous soyez bénévole ou mécène de compétences, vous avez forcément des talents, des compétences à apporter à nos entrepreneurs, à nos rebondisseurs. N'hésitez pas à nous rejoindre, le programme Rebond a besoin de vous. Nous allons vous glisser dans le chat un petit Google Form qui permet de manifester son intérêt en tant que talent bénévole. On compte vraiment sur vous. Sans vous, nous ne saurions faire rebondir ces 150 dirigeants en situation de handicap. À vos talents des bénévoles, vous en avez tous entre vos mains et ces talents-là sont vraiment précieux pour accompagner ces entrepreneurs, ces dirigeants dans la réussite de leur rebond. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire Rebond le 26 février autour du thème si important qui a été évoqué aujourd'hui, savoir s'entourer. Encore un webinaire clé sur cette question de savoir s'entourer le 26 février avec, bien sûr, Second Souffle, HUP et la GFIP. Merci à tous.
Merci beaucoup, Pauline, pour votre discours de clôture. Je crois savoir que Thibaut Guilluy, qui devait nous rejoindre, nous a rejoint. C'est cela. Je ne le vois pas, mais il devrait nous rejoindre dans quelques secondes. Il arrive. Voilà, c'est pour lui passer la parole. Monsieur Thibaut Guilluy, bonjour. Bonjour. Enchanté, soyez le bienvenu. Donc vous êtes, je précise, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises au ministère du Travail. Vous êtes également entrepreneur. Quel est votre mot de conclusion? Quel serait votre mot de conclusion? Alors, je sais que votre emploi du temps ne vous a peut-être pas permis de suivre de cette journée, mais quel serait votre message sur cette thématique que nous avons développée aujourd'hui, qui est cette thématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap et ces entrepreneurs, hommes et femmes, dans notre pays? Bah écoutez, oui, effectivement, hein, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu assister à tous ces échanges, même si j'ai pu en tout cas profiter quand même et entendre le plaidoyer de Pauline Blanchard et d'Ashop. Et je dois avouer évidemment que nous échangeons assez régulièrement avec vous pour justement bâtir aussi un écosystème qui soit beaucoup plus favorable à l'entrepreneuriat de manière générale et aussi à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. C'est d'abord à titre personnel, effectivement, puisque vous l'avez mentionné dans votre introduction, avant d'être au commissaire, je suis entrepreneur social depuis 20 ans, avec vraiment cette conviction chevillée au corps que entreprendre, c'est-à-dire imaginer, bâtir un projet collectif et essayer de souder un ensemble d'énergie pour rendre possible ce qui est au départ qu'une idée, est une aventure formidable, à condition, mais ça c'est ma conviction personnelle, qu'elle ne se réduise pas. Parfois, en tout cas moi il y a 20 ans, on me présentait un petit peu comme la dernière ligne du compte de résultat et puis le taux de retour sur investissement à 15%. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça, qui est d'abord aussi une aventure personnelle, hein, qui nécessite souvent aussi comment dire, de la confiance en soi, du courage, qui vient aussi d'ailleurs de la confiance qu'on peut trouver dans son entourage, ou etc., et qui va faire que on a une idée et qu'on a envie de la transformer en réalité. Je pense que c'est aussi important que l'entrepreneur sache être à l'écoute, de trouver ce bon chemin entre, j'ai envie de dire, le côté quand même un peu têtu de l'entrepreneur pour faire traverser son idée face évidemment à tous ceux qui vont lui dire que c'est compliqué, que c'est pas facile, que c'est pas possible, que ça a déjà été fait, et en même temps d'être toujours une éponge aussi des expériences, des signaux faibles, etc., qui vont faire que vous allez atteindre votre but. Donc bref, en tout cas, j'ai envie de vous dire, vous voyez comme j'en parle, que cet esprit d'entreprendre, quand il est aussi au service des autres, au service de la société, essayer de faire grandir la société à travers sa propre action, bien, dans ce cas, c'est une aventure formidable. Et quand j'étais à la cérémonie qu'avait organisée Ashop il n'y a pas très longtemps, on voyait bien qu'à chaque fois, l'aventure personnelle de l'entrepreneur se conjuguait toujours avec une réflexion sur ce qu'il pouvait apporter aux autres, ce qu'il pouvait apporter à la société. Et c'est ce qui m'avait marqué un petit peu dans, en tout cas, l'ADN des projets qui sont à Ashop. Alors maintenant, tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est pas un chemin aussi qui est toujours simple. Il faut savoir franchir les haies. Parfois, y compris les haies qui se rajoutent sur le chemin qu'on n'avait pas imaginé. Donc, il faut aussi beaucoup de persévérance, beaucoup de perspicacité et créer un écosystème d'accompagnement qui soit fort. Vous avez la chance d'avoir Ashop, hein, qui a un réseau voilà, qui accompagne, qui incube, et puis aussi qui se bat et qui vous représente pour que ensemble, avec l'État, avec le gouvernement, on puisse venir en soutien. Alors, venir en soutien, ça nécessite évidemment énormément de choses.
Moi, je m'arrêterai peut-être sur ce qu'on est en train de finaliser comme politique, c'est que on souhaite que toute personne, quelle que soit sa situation, puisse entreprendre sa vie et puis entreprendre dans la vie parce qu'on sait que c'est utile aux autres. Et donc, du coup, on est en train de mettre en place aussi des mesures de soutien. Enfin, il y en a déjà, hein, et puis on va les amplifier. On va amplifier toutes les mesures de soutien à l'inclusion par le travail indépendant, en faisant en sorte que y ait des financements qui soient accessibles pour tout ce qui est pour accompagner beaucoup plus de personnes dans leur aventure entrepreneuriale, parce que il y a devenir un créateur d'entreprise, mais il y a comment aussi se sentir accompagné, soutenu, secondé dans les aspects personnels, parce que de temps en temps la situation personnelle, sociale, même de santé ou etc. Évidemment se conjugue très fortement avec la destinée entrepreneuriale et professionnelle. Et donc, c'est important que vous soyez bien accompagnés. Et donc, on va venir en soutien pour pouvoir accompagner beaucoup plus de personnes à travers des réseaux comme HUP et d'autres. Il faut aussi un accès au capital qui soit facilité et donc de renforcer l'accès aux fonds de cohésion sociale, au système de garantie qui soit de nature à rendre possible l'émergence et le démarrage de ces projets. C'est ensuite, mais vous le savez aussi bien que moi, il y a tout l'environnement pour accompagner à starter des projets, à démarrer des projets, mais ensuite il faut aussi continuer avec des fonds d'investissement à impact sociaux et un partenariat avec le monde bancaire de manière à être en capacité de franchir des caps au moment où certains projets entrepreneuriaux trouvent une certaine maturité. Et donc, ça, c'est ce que nous faisons concrètement avec les réseaux en mettant de l'argent sur la table, hein, parce que, enfin, faut quand même pas se raconter d'histoire. Il faut des moyens, mais je pense qu'il faut aussi vraiment cette culture de la co-construction et du dialogue entre ceux qui entreprennent et ceux qui accompagnent les entrepreneurs et l'État, les régions, pour faire en sorte que nos systèmes d'accompagnement soient les plus adaptés possibles à la situation particulière, évidemment, de chacun. C'est ce que, en tout cas, avec mon haut commissariat et puis le ministère du Travail, nous nous efforçons de faire avec des réseaux comme HUP. Et puis peut-être pour terminer, même s'il y aurait bien d'autres choses, vous savez, on est dans une période qui nous a quand même révélé aussi à la fois notre immense fragilité, enfin la fragilité en fait qui, je pense, est consubstantielle à la nature humaine, et évidemment nous sommes déstabilisés. La situation que nous connaissons peut nous déstabiliser pour certains, se retrouver encore plus fragilisés par les épreuves que peuvent apporter cette crise sanitaire qui évidemment entraîne d'autres conséquences sociales et économiques, mais elle a aussi montré la capacité de résilience, la capacité de créativité, et surtout elle a montré que c'est quand on s'écoute et quand on met en place des collaborations, des coopérations, qu'on casse un petit peu les silos entre les entrepreneurs, entre les acteurs de l'intérêt général, les services publics, que on va pouvoir trouver des solutions où chacun va pouvoir contribuer en fait à la solution. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers une société où on donne plus de capacité aux gens de faire, et donc que l'État et que les pouvoirs publics se mettent plutôt en situation de faciliter et de donner de l'énergie et libérer vraiment l'énergie des entrepreneurs. On en a plus que jamais besoin dans les transformations digitales, numériques, écologiques et sociales qui sont absolument nécessaires, parce que l'idée, c'est pas de repartir comme avant, hein, c'est pas un plan de relance qu'on monte, c'est un plan de transformation. Il faut se poser des bonnes questions. Et moi, j'ai entendu de la part des entrepreneurs d'HUP que souvent, ils ont aussi des trajectoires personnelles de résilience à travers leur parcours, à travers le fait qu'ils doivent surmonter des handicaps et des situations parfois très compliquées, et que cette force-là, cette force d'âme qui est apportée par cette expérience-là, elle est très utile à la fois pour vos projets entrepreneuriaux, mais pour le message aussi que ça délivre à la société,
de montrer que on n'est jamais au bout de son histoire. Et c'est ça, en fait, moi, que respire, je trouve, H-Up, et derrière H-Up, en fait, toutes les histoires de chacun qui décide à un moment donné d'entreprendre. Et à la limite, bah pour certains, ça deviendra des grandes entreprises et des grands succès, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais je pense que le plus important, c'est qu'à la fin, on se connaisse bien soi-même et que du coup, on trouve sa voie, quelle que soit finalement la forme de la voie. Et de temps en temps, c'est une création d'activité. Et puis de temps en temps, ça va permettre d'ouvrir des rencontres, de croiser des gens et puis de partir dans des aventures différentes. Ben voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite pour 2021, même si c'est plus l'heure de dire les vœux. C'est évidemment que tous ceux qui ont des projets plein la tête, eh ben, ils puissent les réaliser et surtout qu'ils se fassent confiance à la même hauteur que nous leur faisons confiance pour pouvoir faire aboutir leurs projets. Voilà ce que je voulais vous dire et vous pouvez compter sur nous au-delà des mots et puis de ces discours un petit peu de fin de séminaire, du caractère très concret, et j'ai envie de dire aussi sonnant et trébuchant, des engagements que nous prenons à vos côtés dans les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup Thibaut Guilluy pour votre témoignage, votre message. Il a été reçu, je pense, il est allé droit au cœur de Pauline Arnaud-Blanchard et de toutes les structures en France qui effectivement attendent des structures gouvernantes, des aides concrètes effectivement pour que ce chemin puisse avancer plus vite, forcément pour toutes celles et ceux qui sont en droit d'attendre un peu d'aide, un peu de soutien dans leur parcours. Merci beaucoup, mesdames. Merci, monsieur Guilluy. Merci à tous les participants de cette journée qui a été vraiment très, très riche. À mon niveau, j'ai beaucoup aimé échanger avec les uns et les autres. Merci encore une fois aux personnes qui traduisent, à Aurélie et toutes les personnes qui traduisent en langue des signes. De la retranscription, je fais un petit coucou à Patrick Plouchard, que j'ai connu dans une vie antérieure. J'ai fait un gros bisou. Et puis merci beaucoup à William Pro, bien sûr, pour toute la partie back office, backstage, qu'il a mené vraiment de main de maître pour piloter tout cela. Je voudrais, à titre personnel, bien sûr, remercier encore tous les acteurs de cette journée. Bien sûr, Second Souffle, qui était à l'origine de l'organisation de cette journée, avec H-Up Entrepreneur, avec l'AGFIP, avec la BGE, avec BPI. On peut malheureusement pas tous les citer. Ça a été dit déjà par Pauline. Et puis, je vais laisser maintenant la parole juste à William qui va rappeler les quelques rendez-vous qu'il y a, les prochains rendez-vous de Second Souffle. Oui, donc je vous annonce les 3 prochains événements qu'on fera avec Second Souffle. Donc c'est vendredi prochain. Après un premier numéro de l'Instant Coach, voici le numéro 2. Et pourquoi on fait un numéro 2 ? Parce que le numéro 1, sur plus de 300 personnes, il y a eu 98% de satisfaction. Donc on continue notre initiative avec le coaching. Et la semaine prochaine, donc ça sera avec Peggy, qui nous parlera de comment se fixer des objectifs clairs. Ensuite, la semaine d'après, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer notre partenariat avec une petite entreprise américaine qui s'appelle Google. Mais le sujet va vous plaire s'il y a des commerçants parmi nous aujourd'hui. Demain, on vous parlera, la semaine dans 15 jours, on vous dira comment mettre en place du click and collect dans votre boutique. Ça sera donc le 12 février. Et puis, 15 jours après, fin février, dans un mois, Pauline en a parlé tout à l'heure, le prochain webinaire en partenariat avec H-Up, avec Thomas Goethals, indispensable, c'est de savoir s'entourer. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, on en parlera encore le 26 février. Voilà. Parfait. Merci encore. Et excellente journée à toutes et à tous. Encore une meilleure année pour vous tous. Il est encore temps de le dire. On est le 29 janvier. Et puis, bon vent. Et merci à tous les participants, bien sûr, qui étaient derrière leur écran, de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, on vous donne rendez-vous peut-être pour une deuxième édition de cette université du rebond inclusif. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Portez-vous bien.